existait. La chaleur s'installe en France, les températures resteront très élevées jusqu'à mercredi. Plusieurs départements ont déclenché le plan canicule pour diffuser des messages de prévention auprès des personnes les plus fragiles. C'était il y a 6 mois, le 26 décembre au matin, un tremblement de terre sous-marin déclenché de gigantesques raz-de-marée dans toute l'Asie du Sud-Est, dévastant les côtes et tuant près de 220 000 personnes. La béatification de Jean-Paul II, moins de 3 mois après la mort du pape, la procédure va démarrer mardi par une messe à Saint-Jean-de-Latran. Déjà, lors de ses obsèques, la foule réclamait qu'il soit immédiatement béatifié, santo subito. Dans 10 jours, le comité olympique réuni à Singapour désignera la ville qui accueillera les Jeux en 2012. Comment le comité français met à profit ces derniers jours pour convaincre les membres du CIO? C'est ce que nous verrons dans ce journal. La fête du cinéma a commencé aujourd'hui dans plus de 5000 salles en France pendant 3 jours. Les séances ne coûteront que 2 €. Madame, Monsieur, bonsoir. Insidieusement, les fortes chaleurs s'installent en France. Des températures exceptionnellement élevées sont à nouveau à redouter la semaine prochaine. Un vrai risque de canicule, donc, c'est-à-dire lorsque la chaleur de la journée n'est pas tempérée par la fraîcheur de la nuit pendant au moins 3 jours. Le plan canicule est toujours activé dans la région Rhône-Alpes. Exemple à Chambéry où la journée a été particulièrement éprouvante. Anouk Burel. Les bancs à l'ombre ne restent pas vides bien longtemps. Dans les allées, chacun cherche un peu de fraîcheur, loin du bitume. Il fait 34 degrés aujourd'hui à Chambéry, 9 degrés de plus que les normales saisonnières. Un petit verre avant de se coucher. Hein? Les personnes âgées ne ressentent pas la soif. Ces grandes chaleurs sont pour elles un danger. Depuis 3 jours, cette infirmière rend des visites plus fréquentes aux personnes isolées, par prévention. Mais ne prenez pas le fou rire, vous allez vous étrangler. Encore un peu. Vous sentez pas quand il fait chaud ? Je sens pas la chaleur. C'est vrai que la température est élevée, mais elle ne ressent absolument pas la chaleur et il faut insister énormément auprès des personnes âgées pour qu'elles s'hydratent parce qu'elles ne ressentent pas la soif non plus. Depuis que l'alerte de niveau 3 a été déclenchée, elle note scrupuleusement tout ce que la vieille dame boit, jour après jour. Les températures d'aujourd'hui sont quasiment les mêmes que celles de juin 2003. Tous les indices sont au-dessus de la normale. Un pic de chaleur, on peut s'en protéger. Ce qui est dangereux pour la santé publique, c'est la prolongation des chaleurs et en particulier la prolongation des chaleurs nocturnes. Les personnes âgées ne sont pas les seules à souffrir de ces chaleurs. À la maternité, la vigilance est grande aussi pour les nouveau-nés. Parce qu'ils transpirent, on aimerait les dévêtir un maximum, on ne peut pas trop non plus. Puis je dis, quand on les tient contre soi, ils dégoulinent. Demain encore, il faudra rester très vigilant. Météo France prévoit 35 degrés à Chambéry, un record de chaleur pour un mois de juin. Et Météo France lance un message de vigilance dans 12 départements. Vous les voyez en orange sur cette carte. Alors quelques conseils pour les habitants de ces régions. Passer au moins 3 heures par jour dans un endroit frais, se mouiller le corps plusieurs fois par jour, boire abondamment, même sans avoir soif, ne pas sortir de chez soi et fermer les volets pendant les heures chaudes. Ces départements et d'autres régions de France sont aussi menacés par des pics de pollution à l'ozone pour les 3 jours qui viennent. Vous le voyez là aussi sur cette carte, les personnes qui éprouvent des difficultés respiratoires doivent rester chez elles et éviter tout effort. Lors du Technival de Carnoët dans les Côtes-d'Armor, une jeune fille a été retrouvée morte. Les circonstances de son décès sont extrêmement difficiles à établir. 3000 rêveurs étaient rassemblés depuis vendredi soir. La police reste très discrète sur ce décès, mais selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune fille aurait été tuée. Si vous faites partie de ceux qui n'ont pas encore choisi de médecin traitant au 1er juillet, inutile de s'inquiéter, le nouveau dispositif permet quelques souplesses. C'est ce qu'a expliqué le ministre de la Santé Xavier Bertrand. Détail des nouvelles grilles des honoraires avec Marie-Pierre Samitier. À partir de vendredi, consulter un spécialiste coûtera plus cher. Les tarifs augmentent de 2 € et passent de 25 à 27 €. En outre, au 1er juillet, ceux qui consulteront un spécialiste sans l'avis de leur médecin traitant paieront encore plus cher, 32 € au lieu de 27, et on ignore encore le montant du remboursement de la Sécu, un remboursement prévu à la baisse pour les assurés. Seuls 4 spécialistes pourront être consultés sans l'avis du médecin traitant, donc consultés sans pénalité tarifaire. Ophtalmologues, gynécologues, psychiatres et pédiatres.
En résumé, entre la règle et les exceptions, les médecins devront choisir parmi une multitude de tarifs. Un casse-tête en perspective. Consultation ponctuelle, consultation régulière, consultation d'expertise, dépassement de tarifs, dépassement autorisé, dépassement non autorisé, un véritable maquis. Il ne peut pas vous dire ni dans quel délai on vous soignera, ni combien on va vous prendre, et encore moins combien vous serez remboursé, parce que là aussi, suivant votre assurance ou votre mutuelle, ça sera différent. Pour conclure, le seul moyen de ne pas être pénalisé, c'est de suivre les conseils et les prescriptions du médecin traitant. Le groupe Galeries Lafayette a décidé de fermer définitivement 5 de ses magasins en province à l'enseigne Nouvelle Galerie, terminologie réservée à son réseau en dehors de Paris. 250 salariés, 50 démonstrateurs sont directement concernés par ces fermetures. Les Galeries Lafayette disposent d'une 50aine de magasins en France. Réaction à Châteauroux avec Christophe de Valambra et Philippe Ritten. Ce matin à Châteauroux, les stands de la braderie cachent un peu l'information au badaud. Mais hier à 19 h, les nouvelles galeries ont fermé définitivement. D'ailleurs, les rayons sont totalement vides. Après 105 ans de bons et loyaux services sur la place principale de la ville, le grand magasin a baissé son rideau. C'est vraiment dommage pour la ville parce que c'était quand même un magasin qui faisait une grosse locomotive pour notre centre-ville. Donc c'est vrai qu'une fermeture comme ça, c'est quand même quelque chose qu'on va ressentir sur toute la ville. Sur toute la ville, mais aussi dans le cœur des habitants qui ont toujours connu le grand magasin dont l'activité s'était étiolée ces dernières années. Déjà l'épicerie manquait en bas, quand il y avait l'épicerie, la charcuterie et tout ça, c'était quand j'étais jeune, ça a manqué déjà et là, fermeture complète, c'est moche, dans le centre de Châteauroux, c'est moche. Ça vous fait mal au cœur? Oui, ça fait mal au cœur. Un sentiment évidemment partagé par les vendeuses des nouvelles galeries. Sur les 40 salariés, 28 ne sont toujours pas reclassés, pour la plupart des enfants du pays qui ont passé leur vie dans le grand magasin. Elles ont commencé donc à 18 ans, donc elles sont là depuis 30 voire 40 ans, donc n'ont connu que ce travail-là, puisque c'est quand même une enseigne familiale. Donc par rapport à ça, elles connaissent que ça, quoi. Les commerçants du quartier s'inquiètent, eux, pour les répercussions économiques de cette fermeture. Les nouvelles galeries étaient au cœur de l'activité du centre-ville. Je pense que ça va être une belle catastrophe. Le centre-ville est en train de mourir au profit des zones qui sont situées à l'extérieur de Châteauroux. Et je pense que là, on a beaucoup perdu. Hier, après plus d'un siècle d'activité, les nouvelles galeries ont laissé place à 10 000 mètres carrés de friches commerciales au cœur de Châteauroux. À Paris, le recteur de la mosquée d'Halil Boubaker a été réélu sans surprise à la tête du Conseil français du culte musulman qui représente les quelques 5 millions de musulmans de France. L'une des composantes les plus radicales, l'UOIF, a finalement renoncé à présenter son propre candidat à la présidence. Explication Laurent Di et Pierre-Yves Deninck. Il était le président sortant, le favori, et c'est bien lui, Dalil Boubaker, qui a été élu à la présidence du Conseil français du culte musulman. En fait, le nouveau bureau exécutif ressemble fort au précédent, avec des représentants des 4 grandes tendances de l'islam français. Une élection rigoureuse, discutée, pas à pas. Il fallait faire un distinguo entre l'intérêt général sur lequel tout le monde pratiquement est d'accord, mais il y avait aussi des vécus différents, des expériences de l'islam différentes qui faisaient qu'il pouvait y avoir certains clivages qui ne sont pas totalement résorbés. Fouad Alaoui, le représentant de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, plutôt rigoriste, conserve sa vice-présidence alors qu'il contestait hier encore le résultat des élections. Dimanche dernier, les représentants des 5 millions de musulmans de France votaient. La composante proche du Maroc, à savoir la Fédération nationale des musulmans de France, remportait le scrutin au détriment de l'UOIF qui perdait un quart de ses électeurs. En tout cas, pour le ministre des Cultes, Nicolas Sarkozy, l'essentiel est qu'un compromis ait été trouvé. La logique du CFCM, c'est de représenter tout l'islam de France. Ce n'est pas une logique où les uns gagnent contre les autres, c'est une logique de rassemblement. Le CFCM va maintenant pouvoir se concentrer sur ses missions, principalement la construction des mosquées, l'organisation de fêtes religieuses et la formation des imams. Et puis en marge de la réunion de ce matin, lorsque Nicolas Sarkozy est arrivé sur place, un homme portant un pistolet à sa ceinture a été arrêté. Il se trouvait, vous le voyez, sur le trottoir en face du Conseil français du culte musulman. Interpellé par la police, il n'a opposé aucune résistance. Âgé de 54 ans, l'homme handicapé mental a finalement été relâché en fin d'après-midi. Il venait d'acheter ce jouet, c'était donc un pistolet factice et ne savait même pas que Nicolas Sarkozy était à proximité.
À Paris, une centaine de personnes ont assisté à une cérémonie à la mémoire des 95 victimes françaises du tsunami du 26 décembre dans l'océan Indien, sur le parvis du Trocadéro. Les familles et les proches des disparus ont écouté des prières bouddhistes, musulmanes, catholiques et juives. Le ministre des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy, assistait également à la cérémonie. Cette tragédie d'une ampleur sans précédent s'était produite au plus fort de la saison touristique. Une immense vague avait touché les côtes de l'Indonésie, de la Thaïlande et du Sri Lanka, dans une région où ce type de raz-de-marée jusqu'alors était inconnu. C'était le 26 décembre au Martin. Regardez, commentaire Jacques Cardoz. Des murailles d'eau. Sur plusieurs milliers de kilomètres de côte, ces mêmes vagues furieuses. Des raz-de-marée si puissants, si surprenants qu'ils emportent tout et n'épargnent personne. Comme ici, au Sri Lanka. Partout les mêmes images, le même choc, les mêmes scènes d'horreur. De l'océan Indien jusqu'à l'Indonésie, des dizaines de vidéos amateurs témoigneront comme rarement de la violence des éléments. Ce 26 décembre à 2 h du matin, heure française, un séisme de magnitude 9 se déclenche au large de l'île de Sumatra. La secousse provoque une série de tsunamis. En quelques heures, les vagues touchent plusieurs pays. D'abord l'Indonésie, le plus dévasté, celui aussi qui a payé le plus lourd tribut, 126 000 des 270 000 morts. La puissance du séisme ira jusqu'à déplacer certaines îles de l'archipel. En Thaïlande, l'île de Phuket offre les mêmes côtes désolées, là où les touristes n'ont eu le temps de prendre conscience du danger. Au lendemain, la baie de Khao Lak n'est plus que ruine. C'est là que résidaient la plupart des Français. 95 d'entre eux y ont perdu la vie. On a vu cette vague qui est arrivée, cette énorme vague qui est arrivée, mais d'une vitesse phénoménale, quoi. L'horreur. Là, on a vu la mort, là. Voici l'hôtel paradisiaque filmé par un vacancier la veille au soir. Le lendemain, lorsqu'il rallume sa caméra, l'eau de la piscine charrie les corps. Et la vague poursuit sa route dévastatrice. Après la Thaïlande et l'Inde, c'est au tour du Sri Lanka. 31 000 morts, 1 million de déplacés, en particulier dans les zones du nord et de l'est, contrôlées par la guérilla tamoule. Enfin, les derniers effets des raz-de-marée se font ressentir jusque sur les côtes d'Afrique de l'Est. Le choc des tsunamis du 26 décembre est tel qu'une des plus grandes opérations d'aide humanitaire va se mettre en place dans les jours qui suivent. L'ONU déclarera ne jamais avoir vu de destruction d'une telle ampleur. Un système d'alerte au tsunami sera opérationnel dans l'océan Indien en juillet 2006. 6 marées graves qui mesurent les mouvements des eaux ont déjà été installées. Mais en attendant que ce dispositif fonctionne totalement, la plupart des ONG présentes sur place ont pris des mesures pour que leur personnel ne soit pas surpris par un tsunami en cas de séisme. Dès que la terre tremble, donc, ils évacuent. Philippe Rochaud et Sylvien Jaume. Roselyne, c'est Philippe. Donc en fait, on est en route là, après avoir reconnu l'itinéraire d'évacuation. Régulièrement, Philippe se rend sur les zones dévastées pour évaluer les conséquences d'un nouveau tsunami. Sa mission, trouver les moyens d'évacuer le plus rapidement possible le personnel de Pharmaciens sans frontières, car les risques sont importants, à brève échéance. Il y a 3 plaques qui sont en activité dans la région de Sumatra, qui malheureusement accumulent les pressions et les points de tension depuis le mois de décembre et mars. Avec les 2 tremblements de terre qui ont généré le tsunami. La mer a avancé de 100 mètres sur des villes comme Banda Aceh depuis le 26 décembre. Le terrain s'est affaissé, un nouveau tsunami y gagnerait donc en force. Ces perspectives n'empêchent pas les habitants de reconstruire leurs maisons près de la mer, sur des zones dévastées, comme Raya qui a perdu pourtant toute sa famille. Je sais que c'est interdit, mais je m'en moque. Comme nombreux ici, je veux rester vivre à l'endroit où je suis né. Au siège de Pharmaciens sans frontières, on pense autrement. Un plan d'évacuation est tracé en cas de tremblement de terre. Chacun doit avoir son téléphone satellite à portée de main. Une voiture doit toujours être disponible à l'entrée. Il faut éviter les grands axes comme celui-ci, où risquent de s'engouffrer des populations paniquées. C'est justement pour nous permettre d'éviter les risques d'embouteillage et de mouvements de panique en cas de tremblement de terre, pour pouvoir rejoindre au plus vite les itinéraires de sortie vers l'aéroport. La plupart des ONG présentes en Indonésie ont également pris ce genre de mesures. 6 mois après le tsunami, le système d'alerte laisse à désirer, et mieux vaut compter sur ses propres forces.
En Irak, les États-Unis ont rencontré à plusieurs reprises les chefs de certains mouvements rebelles. C'est ce qu'a reconnu à la télévision le secrétaire américain à la Défense, Donald Rumsfeld. Des rencontres qui se déroulent dans un climat de violence renouvelé à Bagdad et à Mossoul, où 25 personnes ont péri dans 3 attentats. Paul de Genève. C'est la première fois que Donald Rumsfeld fait un tel aveu dans une des émissions les plus regardées du pays. Les Irakiens ont un gouvernement souverain. Ils décident quelles relations ils veulent avoir avec certains éléments de l'insurrection. Et nous, Américains, nous facilitons ces relations de temps à autre. Ansar al-Islam, l'une des composantes de la rébellion, dément sur son site internet. Il n'empêche, cette annonce fait grand bruit outre-Atlantique. La guerre en Irak revient à la une des médias américains et au Congrès. Le sénateur Kennedy, l'un des leaders démocrates, a conseillé à Donald Rumsfeld de démissionner. En Irak, la litanie des bilans continue. Ici à Mossoul, 3 attentats suicides ont fait 25 morts aujourd'hui. Le mois de juin s'annonce déjà comme l'un des plus meurtriers pour la population irakienne et pour l'armée américaine. À Rome, le procès en béatification de Jean-Paul II va ouvrir mardi soir, moins de 3 mois après le décès du pape. L'enquête diocésaine doit porter sur la vie, les vertus, la réputation de sainteté du pape défunt. Son successeur Benoît XVI a pris cette décision sans attendre le délai minimum de 5 ans requis après le décès pour entamer une procédure de ce type, car selon ses proches, le pape Jean-Paul II aurait au moins réalisé un miracle. Bernard Lebrun. Le conducteur de ce tracteur est-il un miraculé? 5 jours après la mort de Jean-Paul II, ce fils de grand paysan mexicain est sorti de l'anonymat. Il s'appelle Héron Badillo, a aujourd'hui 20 ans et se porte comme un chat. Ce n'était pas le cas il y a 15 ans, lorsque Jean-Paul II visita sa ville. Héron est alors atteint d'une leucémie, jugée inguérissable. Ses parents se précipitent à la rencontre du pape pour qu'il le bénisse, ce que volontiers fit Jean-Paul II. Il a touché ma tête et m'a embrassé. Il m'a donné sa bénédiction. Puis il m'a dit de lâcher une colombe. Je n'ai pas compris tout de suite. La colombe, symbole de l'Esprit Saint, sera lâchée par ses parents. Puis en 1999, ils feront le voyage de Rome avec Héron pour remercier Jean-Paul II de ce qu'ils appellent un miracle, volontiers confirmé par les médecins mexicains. Mardi soir à Rome, moins de 3 mois après la mort de Jean-Paul II, le cardinal Ruini, vicaire de Rome, ouvrira le procès en béatification du pape. Ainsi l'a décidé Benoît XVI, ignorant la règle du délai de 5 ans d'attente après le décès, mais suivant en cela la volonté populaire. Saint tout de suite réclamait déjà sur les banderoles les fidèles, le jour des funérailles de Jean-Paul II. Bien sûr, le témoignage du miraculé mexicain sera déterminant dans cette première étape, avant l'éventuelle canonisation qui fera de Jean-Paul II un saint. À Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre, commencent cette semaine les festivités commémorant le bicentenaire de la bataille de Trafalgar, où les Anglais ont battu les Français et les Espagnols. La marine britannique a invité pour une revue navale des bateaux du monde entier, dont des bâtiments français. Noblesse oblige. Laurent Boussier. Les Français ont peut-être perdu la bataille de Trafalgar il y a 200 ans, mais aujourd'hui, c'est avec le porte-avions Charles de Gaulle, fleuron de la marine nationale, qu'ils ont répondu à l'invitation de la Royal Navy. C'était pourtant pas évident. Trafalgar, un nom qui a longtemps fait mal aux oreilles de nos marins. C'est le passé, et le passé reste maintenant, on en a tiré les enseignements et on est résolument tourné vers l'avenir. Quoi qu'il arrive, nous construisons en fait des choses qui sont bien plus importantes, qui sont la solidarité européenne, nous reconstruisons d'une certaine façon toutes les alliances. Nous sommes dans le Solent, ce bras de mer séparant le sud de l'Angleterre de l'île de Wight, pour ce qui est le plus grand rassemblement naval depuis 1945. Porte-avions, porte-hélicoptères, frégates, vedettes, destroyers, en tout 166 navires de guerre de 36 nationalités venus du monde entier et qui seront passés en revue mardi prochain par la reine. Un rassemblement sous haute surveillance, les risques d'attentats sont réels, où la concentration de bateaux est telle que les Britanniques ont dû créer un logiciel informatique qui simule le déplacement de chaque bâtiment et évite normalement toute collision. Le pire scénario serait un matin brumeux, ce qui empêcherait les bateaux de commencer à manœuvrer et aux gens de voir le spectacle. À terre, les marins de toute nationalité fraternisent sans se poser la question de savoir qui, hier ou avant-hier, était l'ennemi.
En créant cet immense rassemblement de bateaux militaires, les Britanniques ont évidemment voulu commémorer leur victoire d'il y a 200 ans. Mais en y associant tous leurs anciens ennemis, les Français, les Espagnols, les Allemands, les Japonais, voire les Russes, ils ont aussi voulu célébrer la fraternité des gens de mer. À 10 jours de la désignation de la ville olympique pour les Jeux de 2012, l'attentat à la voiture piégée commis samedi soir à Madrid par l'ETA, près du stade de la Peneta, est un coup dur pour la candidature de la capitale espagnole, même si le président d'honneur du CIO, Juan Antonio Samaranch, estime qu'un attentat sans victime n'a qu'une importance relative. On commentait beaucoup, en tout cas, ce nouvel épisode en marge des Jeux méditerranéens à Almeria, où tous les membres du comité olympique étaient réunis, présent aussi le ministre des Sports, Jean-François Lamour, et le maire de Paris, Bertrand Delanoë, qui ont mis à profit cette réunion sportive pour faire valoir leurs derniers arguments, les coulisses de ces conversations avec Michael Darmon et Abdel Zouyesh. Laura Flessel, championne olympique d'épée, entre en piste avec plus de 300 athlètes français. Les Jeux méditerranéens d'Almeria sont inaugurés par le roi d'Espagne. Dernière ligne droite avant le vote pour la ville olympique. Et ici, les Français s'activent en coulisses pour la candidature de Paris. On peut porter nos t-shirts Paris 2012 pendant la cérémonie, pendant la compétition. Ah, pendant la compétition, je sais pas. Faut demander à Jérôme. De temps en temps, tu peux le porter, toi, si tu l'as. Mais on a envie. 11 membres du CIO sont là. Pour les approcher, les stratèges de la candidature française dressent leur plan. La configuration politique est parfaite. Là. Donc là, l'occasion, c'est effectivement que tu croises, que tu rencontres les différents membres qui sont là. Il y en a qui souhaitent te voir, ça tombe bien, j'ai annoncé ta venue. Exemple d'approche, l'homologue libanais de Jean-François Lamour. Déjeuner informel, échange de messages. Et soudain entre en scène le membre libanais du CIO, un des hommes dans la voix compte. Ça va bien? Une discussion plus sensible va alors commencer. On ne peut pas dire que le Liban fait campagne pour la candidature de Paris, par exemple. Je sais pas, on va voir, il faut étudier les dossiers. À Almeria, les conciliabules sont permanents et le lobbying est une discipline pré-olympique. On raconte toujours un petit morceau d'histoire qui lie nos deux pays. Et puis on y associe évidemment un petit mot sur les Jeux, sur la candidature de Paris, mais c'est jamais une attaque frontale. Premières épreuves et première médaille française. En coulisses, les responsables de la candidature de Londres et de Paris ne se quittent pas d'une semelle. Le plus important, c'est de courir notre course. Lui dans son couloir. You are a favorite. We are not a favorite. We are one of stars. À ce stade sensible de la candidature, les Français veulent éviter de se montrer trop confiants pour ne pas froisser le comité olympique. Mais à Almeria, un par un, les membres du CIO ont été prévenus que Jacques Chirac ferait le déplacement à Singapour le 6 juillet, la dernière carte de la France dans cette longue partie de poker olympique. Si Paris est désigné pour les Jeux Olympiques, il est en tout cas une matière que les Français devront travailler, c'est la pratique de leur anglais, car les Français parlent mal, en général avec un accent digne de Maurice Chevalier. Il est vrai qu'à l'école, on privilégie encore en anglais l'écrit à l'oral. Résultat, les Français sont incapables de communiquer dans la langue de Shakespeare. Reportage, Thomas Rambaud et Emmanuel Morel. Est-ce que vous parlez anglais? Oui, j'en ai besoin pour mon futur métier qui est pilote d'avion et comme c'est indispensable... Comment on dit? Combien ça coûte? Comment ça va? Pas mal. Je sais plus. Quelle heure est-il? What time is it? Oui, ça doit être ça. Et puis il y a aussi My Taylor is Rich. Bref, tout cela n'est pas brillant et quand on passe aux travaux pratiques, ça vire au cauchemar. Hello. I would like to comment something. I would like to comment something. Which typical French drink do you recommend me? Sorry, j'ai pas compris. Which typical French drink do you recommend me? To eat? No, to drink. To drinks. You want cold, hot? Typical French. Je vais vous donner un menu. Comme ce garçon de café, 58% des Français se déclarent incapables de parler une langue étrangère. En cause, l'enseignement des langues, une approche trop grammaticale, pas suffisamment orale. Eh oui, c'est le verbe. Pourtant, il semblerait que nous n'ayons pas à rougir de notre niveau d'anglais. C'est ce que révèle une étude qui compare le niveau de 2 millions de candidats européens qui ont été testés.
Effectivement, sur une trentaine de pays, les Français sont en 6e position. Alors bien évidemment derrière les Allemands et les Portugais, mais par rapport à l'Europe, le niveau n'est pas si mal. Reste le problème de l'accent que ces touristes québécois parfaitement bilingues trouvent pourri. I can imitate the French accent when they speak English. Une des tendances actuelles du tourisme, alterner activités sportives et cures de remise en forme. C'est ce que propose la station pyrénéenne de Bagnères de Bigorre. Crapahutage en montagne le matin, massage et jacuzzi l'après-midi. Un programme testé pour nous par Isabelle de Lyon et Olivier Combe. Les mousquetons bien accrochés, on peut affronter le vertige de la Dour. Une via ferrata, c'est-à-dire un parcours équipé de câbles d'acier, d'échelles de fer, qui permettent de cheminer le long de parois rocheuses et au-dessus d'un torrent, jusqu'à des passerelles parfois traîtres. C'est horrible. C'est très dur. Elle peut tomber, elle va rester suspendue dans le vide. Après, elle remonte, elle se remet sur des balançoires, elle repart. Ou sinon, je vais la chercher, je ne vais pas la laisser là, la pauvre. Complètement sécurisé, le parcours reste très impressionnant, comme lorsqu'il s'agit de grimper le long de la grande cascade et de faire face au vide. Ces étudiants s'engagent hardiment, c'est de leur âge, mais l'activité se veut ouverte à tous. Du plaisir, beaucoup de plaisir, on vient là pour de la détente, pour un peu de fun et s'amuser, quoi. Le plaisir de la montagne, tout en étant sécurisé, c'est sympa. Surmonter sa peur, avoir envie de se dépasser, c'est dans l'air du temps. C'est génial. C'était super. Franchement, Tout comme s'occuper de son bien-être. Les professionnels du tourisme l'ont bien compris, qui couplent les activités, randonnée plus bain, comme ici à Bagnères de Bigorre. Des journées comme ça, on se sent bien, sans vider, pépère. De nombreuses villes thermales trouvent ainsi une seconde jeunesse. On avait un peu de retard sur les populations allemandes ou italiennes qui étaient déjà depuis très longtemps attirées par tout ce qui était remise en forme en eau thermale. Je crois que maintenant en France, les gens s'y sont mis, ont rattrapé le temps perdu. Reste le prix d'une telle journée, 40 € les deux activités, mais il est vite oublié. Le Français Sébastien Loeb a remporté aujourd'hui le rallye de l'Acropole. C'est son 5e succès consécutif cette saison. Il conforte donc sa première position au championnat du monde des conducteurs de rallye. Il offre également à Citroën la tête de classement pour les constructeurs. Une victoire à Athènes d'autant plus remarquable que le week-end dernier déjà, Sébastien Loeb avait remporté les 8 spéciales des 24 heures du Mans. En cyclisme, le championnat de France se courait aujourd'hui à Boulogne-sur-Mer, une course remportée par Pierrick Fédrigo. Déjà vainqueur cette année de 4 jours de Dunkerque, Fédrigo aura donc l'honneur de porter le maillot tricolore sur le prochain Tour de France. Florent Gautreau. C'est le maillot d'un jour, un maillot pour le Tour, un maillot pour toujours. Pierrick Fédrigo a les larmes bleu-blanc-rouge et l'émotion au bord des lèvres. Je voulais le maillot, c'est pour ma fille. Un partage, il a dit que je voulais lui ramener le maillot et c'est chose faite. Et bon, maintenant on va se consacrer au Tour et voilà, c'est le principal, quoi. Et pourtant, à 4 km de l'arrivée, c'est Brochard, le vieux grognard, qui est en tête, mais il est à la peine. 200 mètres derrière lui, son coéquipier Fédrigo et Nicolas Jalabert reviennent fort. Fédrigo choisit ce moment pour porter son attaque. Il est le plus frais et il le sait. Il rejoint et dépasse Brochard sans difficulté. J'ai vu que Laurent connaissait la dernière bosse. J'ai dit bon, mais c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc j'ai fourni mon dernier effort de la dernière bosse, quoi. À 26 ans, Pierrick Fédrigo s'offre sa première grande victoire après 6 ans de professionnalisme. On le dit modeste et peu sûr de lui, mais il a su se faire violence. Et lui qui apprécie le calme de son sud-ouest natal, va maintenant affronter les délices de la popularité et la folie des routes du Tour. Le beach soccer, un sport qui nous vient du Brésil et se joue, comme son nom l'indique, sur la plage, attire de plus en plus de spectateurs. Un tournoi a rassemblé des footballeurs professionnels en activité pour des matchs de démonstration. Ce week-end, Marcel Desailly, Willy Sagnol ou Jérôme Alonso s'affrontaient à Sainte-Maxime. Olivier Théron et Francis Hus. C'est une spécialité du Brésil, encore une. Le beach soccer, beach pour plage, soccer pour foot, c'est de la samba pour ballon rond. Joué par des pros de Bundesliga, Calcio ou First League, c'est un spectacle.
À Sainte-Maxime, David Ginola, qui a déjà raccroché les crampons, adore venir pieds nus et retrouver le plaisir du jeu. Jouer dans le sable, c'est déjà difficile physiquement, le souffle, en plus il y a le soleil. Donc c'est vrai que quelque part, nous on va souffrir davantage que les jeunes qui sont encore pleins de vivacité. C'est Jérôme Alonso du PSG dans les cages. Pas facile à tromper. Le public de Ramatuelle apprécie, les Roumains en jaune, beaucoup moins. La forêt varoise, elle aussi, profite du spectacle. La totalité de la recette servira à la reboiser. Les pros prennent du plaisir à se retrouver aussi, sans la pression du championnat. C'est très dur, mais bon, j'en ai fait 2 fois ici. Et c'est vrai que non, mais de se retrouver comme ça, c'est agréable. Ne serait-ce que pour ça, pour ces cris d'enfants, pour les gens qui découvrent finalement le foot, c'est bien d'être là pour eux et de jouer le jeu. Le tournoi se termine ce soir sur un France-Italie. Mais les enfants n'ont pas attendu le résultat pour jouer à leur sport favori, la chasse au gris-gris. La séance à 2 €, c'est ce que propose la Fête du cinéma pendant 3 jours dans plus de 5000 salles en France. Pour l'achat d'une place à plein tarif, les séances suivantes seront à prix réduit. L'an dernier, la Fête du cinéma avait enregistré un record d'entrée. Élise Chassin et Christian Leroux. Comment je donne un ticket alors? Voilà, qu'est-ce que vous voulez voir? Dans le rôle des guichetiers, par ordre d'apparition, Atmen Khelif, Patrick Braoudé et Sarah Forestier. Et dans le rôle de l'ouvreuse, Clotilde Courreau. Tous tellement parfaits dans leur personnage d'ambassadeur de la 21e Fête du cinéma qu'on en oublierait presque leur vrai métier. Je suis larguée. Je sais qu'elle a joué dans un film fait par un homme et c'est tout. Relancer la curiosité pour le 7e art, c'est la mission du jour. Si j'étais dans l'agriculture, j'irais au centre de l'agriculture. Comme je suis comédien, je vais à la Fête du cinéma. Pour l'achat d'une place plein tarif, on vous remet un passeport. Chaque place suivante ne vous coûtera alors que 2 €, donc pas de quoi se priver. À 2 € la place, je pense qu'on peut se risquer à aller voir des films moins intéressants, quoi. On va voir Samir ou moi, et la prochaine séance, ce sera à Travaux. Ça permet d'élargir le choix du public, en tout cas, qui évite de se concentrer sur des Star Wars, sur des Sin City, sur des poupées russes qui sont évidemment très bien, mais qui mangeaient tout le marché. Et ben là, les gens vont voir un petit peu tout. Du cinéma popcorn au cinéma d'auteur, pendant 3 jours, tous les genres sont à l'honneur. Il arrive même que l'événement détermine les dates de sortie des films. C'est à la fois un moyen d'attirer beaucoup de public dès le départ, de créer du bouche à oreille sur le film. On le voit avec les poupées russes, avec Batman, même avec Star Wars qui est sorti il y a un peu plus longtemps. Donc tous ces films profitent de la fête pour démarrer ou pour redémarrer. Record à battre d'ici mardi minuit, celui de l'an dernier. Plus de 4 millions d'entrées dans toute la France. Un théâtre itinérant qui choisit d'aller au-devant de son public, c'est le pari lancé par le théâtre du Jus de Paume, basé à Aix-en-Provence. De ville en ville, les comédiens offrent des spectacles courts, dans une ambiance à part, le tout gratuitement et sous un chapiteau. Isabelle Bechler et Zindan Berkous. Il est des villages un peu endormis qui gagnent à être réveillés de temps en temps, comme Puy-Saint-Tréparade dans l'agglomération d'Aix-en-Provence. Sous le chapiteau itinérant du théâtre du Jeu de Paume, venu à la rencontre des habitants, c'est parti pour le voyage. Au menu des découvertes, Tai Chi et Qigong. Le dragon plonge dans la mer. Ils ont goûté un petit peu quand même à la Chine, hein, avec cette fluidité, avec cette gaieté, cette profondeur aussi. Pour les enfants qui ne vont jamais au théâtre, c'est une princesse et ses marionnettes qui viennent jouer la Chine des contes et légendes. J'ai faim, j'ai grand faim. Donne-moi tes poissons. Non, voleur. Non, Qigong. Moi, je voulais que le dragon il gagne. Ah, ça je voulais. Moi, j'ai trouvé le décor vachement beau. Et même l'histoire, elle était franchement pas mal. Autour de quelques graines de tournesol à grignoter pour accompagner les thés verts ou fumés du sud de la Chine, tous les sens sont sollicités, toutes les curiosités aiguisées.
l'idée de la Chine est née de là. On voulait que ça soit atypique, que ça soit pas quelque chose qui est trait au théâtre, à une programmation théâtrale, mais qui est trait à un voyage. Le rossignol de M. Wong était-il bourgeois? Était-ce un profiteur capitaliste? Ce rossignol n'allait-il pas affamer la Chine? Et Hippolyte Romain, le conteur pour adultes, de prendre ses pinceaux pour compléter le voyage. Pour faire un dernier cadeau aux villageois, un trait de pinceau, forcément, à l'encre de Chine. Ainsi se termine ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, 20h50, calcul meurtrier avec Sandra Bullock. Minuit 40, le journal de la nuit, Laurence Piquet. Demain, dans les 4 vérités, Roland Sicard recevra Yvon Jacob, le candidat à la présidence du MEDEF. 13h, Benoît Duquesne, 20h, David Pujadas. Excellente fin de soirée sur France 2.